Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez bien, vous pouvez toujours me le dire dans le chat. C'est bon, le son. Merci. Le tien aussi. Ok, j'attends Simon qui est en train de finir de s'organiser et puis on va lancer la vidéoconférence. Ok, Simon, tu peux réactiver ton son, hein. Je peux réactiver mon son. Bon, il est 12h30, on lance. Eh ben, il est 12h30, on lance. On peut peut-être attendre Ok, une ou super. deux minutes s'il y a des retardataires, bien qu'on soit déjà bien nombreux. Ouais, il y a pas mal de monde. Voire très bien nombreux même. Pour bien fonctionner, ben, j'ai mis tout le monde en mute par défaut. Voilà, bon, ben, restez en mute s'il vous plaît, enfin non, restez en mute. Ce qui va se passer, c'est que pour l'organisation, je vais moi regarder le chat et donc relayer les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat. On va d'abord essayer d'avancer un petit peu et puis voilà, c'est une question qui peut nous permettre de d'élucider un problème alors qu'on est en train de parler, je la prendrai. Sinon, j'essaierai de pas toutes les louper. On s'est donné 5 minutes pour faire la visioconférence, donc ça va aller vite, il n'y a pas de problème. Non, on va essayer de faire ça en moins d'1h30, je pense que ça devrait aller. C'est Simon qui va, lui, partager son écran. D'ailleurs, il faudra que tu vois si tu peux partager ton écran, Simon. Normalement, tu dois te donner l'autorisation, mais ça devrait aller. Avec les photos, ok. Euh, voilà, alors première question, oui, il neige en Belgique, ça nous arrive, parfois, il n'y a pas que de la pluie. Voilà. Simon, c'est c'est bon? On peut y aller? Eh ben, T'es écoute, c'est d'accord? bon, c'est bon, c'est Ok. bon. Donc, je rappelle un petit peu le contexte de ce petit webinaire. On a été visiter tout un site et des intervenants en hydrologie régénérative en Slovaquie voilà, qui font pas mal d'émules et qui ont beaucoup communiqué sur leur projet, qui essaient de travailler de manière globale sur des bassins versants avec les autorités, etc. On est parti là en groupe, on était une quinzaine, des Belges, des Français, des Allemands et tout ça. Et on a eu quelques présentations techniques, on a eu pas mal de rendez-vous, parfois avec des politiciens, parfois avec des universitaires, parfois avec des techniciens, parfois avec des forestiers aussi. Voilà, donc on va peut-être pas reprendre toutes les présentations techniques parce que on pourrait pas les restituer correctement, c'est pas notre job et c'est pas nous qui avons cette connaissance-là. Par contre, ce qu'on vous proposait de faire, en fait, ce qui a motivé en fait ce webinaire, c'est que Simon et moi, on avait envie de rediscuter un petit peu pour se donner un feedback en tant que designer. Voilà, nous, le truc, c'est comme le design à la base, mais bon, pas que. Mais de discuter en tant que, voilà, on est dans le même milieu professionnel pour échanger sur ce qu'on avait ressenti, sur ce qu'on avait vu, sur ce qu'on en retiré. Mais puis on se dit, bah, pourquoi pas l'ouvrir, comme ça, il y a plus de monde qui peut en profiter. Ça peut être sympa aussi de partager de l'information, voilà, parce que je crois qu'il y avait pas mal de monde qui voulait venir avec et que c'était un petit peu trop court. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre des photos de terrain qu'on a sélectionnées et parcourir un petit peu les visites qu'on a fait, vous donner un peu de contexte, vous donner un peu d'aspect technique. C'est Simon qui va être le guide de la balade et puis ben, on va intervenir, se poser mutuellement des questions là-dessus et pour pouvoir essayer de faire comme si on discutait en fait, tout en n'oubliant pas de répondre à vos questions. Je vois que Isabelle est très au taquet sur les questions. Euh, voilà, donc Simon, est-ce que je dois Tu rajouter quelque veux, chose tu avant veux de dire commencer? peut-être tu veux dire un mot sur toi pour ceux Ok, qui te donc connaissent pas. bah moi j'ai un bureau de design qui s'appelle Agri Landscape. Voilà, c'est un bureau belge qui opère en Belgique mais aussi de manière internationale.
On est le pendant belge et peut-être un peu nord de France parce que c'est pas forcément les mêmes schémas hydrologiques ou schémas aussi pluviométriques dans le nord de la France que dans le sud. Et on est le pendant de Permalab en fait, de ce que Simon fait avec ses collègues. Voilà, donc moi ça fait 15 ans que j'ai commencé par le design en permaculture, puis j'ai continué avec le keyline design, l'hydrologie régénérative, l'agriculture régénérative. J'ai monté des fermes, j'ai travaillé sur des territoires. Voilà un petit peu mon background. C'est OK, Simon? Je ne veux pas trop Oui, c'est m'étaler parfait, parce que c'est parfait, voilà. c'est parfait. Et toi, Simon, mais qui es-tu? Qui je suis. Alors, ouais, deux choses là, moi aussi, je me prends un peu rapidement, puis je vais redonner aussi un peu plus de contexte. Compléter ce qu'a dit Fabien. Alors, effectivement, donc moi, Simon Ricard, alors j'ai deux casquettes, comme je me présente maintenant, une avec effectivement Permalab, là, comme l'a dit Fabien, donc on a un petit bureau d'études qui basé dans la Drôme, donc plutôt sud France, donc il neige pas encore chez nous. Oui, on accompagne un peu, voilà, pareil comme Fabien, sur l'agroécologie, l'agroforesterie et donc l'hydrologie régénérative via le keyline design notamment. Tout ce qui est agriculteur, porteur de projet agricole, particuliers, collectifs d'habitants, entreprises qui ont du terrain dans des formes d'aménagement et puis de plus en plus des collectivités, puisque voilà, toutes ces approches, on voulait les étendre à l'échelle, à plus grande échelle, à l'échelle de collectivité, ça commence à arriver, parce que voilà, on sait que c'est aussi à cette échelle qu'il y aura des impacts plus ça pourra être, on pourra aménager avec toutes ces approches à l'échelle de petits territoires ou de grands territoires. Au plus, il y aura des effets significatifs, quoi. Du coup, ça aussi ça qui nous a amené en Slovaquie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait avec Permalab aussi. On fait de la mise en œuvre et de la formation sur ces mêmes sujets un peu partout en France. Et on opère nous aussi en France, essentiellement plutôt Sud-France, mais aussi un peu à l'étranger, un projet en Andalousie, en Espagne en Grèce et puis voilà, des projets qui arrivent potentiellement d'un peu ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est une première casquette. Et l'autre casquette qui m'a aussi emmené en Slovaquie, c'est que je suis cofondateur, coprésident de l'Association pour une hydrologie régénérative, qui, elle, a une association nationale, qui a même un pendant en Belgique maintenant, et qui, elle, a vraiment pour vocation de diffuser vraiment les visions de la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement des espaces agricoles, des territoires en général, comme une vraie solution à nombre de problématiques autour de l'eau, sécheresse, inondation, trop d'eau, pas assez d'eau. Voilà, on considère il y a des vrais enjeux par rapport à ça, avec des vrais leviers, et qu'on cherche à diffuser par toute forme possible que ce soit, notamment du retour d'expérience, de la facilitation dans l'appropriation des sujets à tout niveau, et notamment aussi du retour d'expérience de l'étranger, puisque bah, bon nombre, de la même manière que le keyline design vient d'Australie, mais bon nombre d'inspirations de l'hydrologie, ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative maintenant en France, vient de l'étranger, et une partie vient de la Slovaquie, puisque ça fait quelques années que voilà, un hydrologue qui s'appelle Michal Kravčík et toute une équipe là-bas ont développé depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant des projets autour de la gestion de l'eau, mais de la gestion de l'eau dans cette visée régénérative des cycles de l'eau. Comment réhydrater les paysages, réhydrater les territoires pour lutter à la fois contre les inondations, hein, c'est l'entrée à l'origine là-bas des projets. Il y avait des inondations, il y avait des projets de réaliser des gros bassins pour gérer les flux qui arrivaient des amont, des versants, et pour protéger des villages et des villes. Il y a des projets de grands bassins d'écrêteurs de crues. Et du coup, il y a des alternatives qui se sont mis en place, qui sont développées de manière assez citoyenne, on va dire, citoyenne et politique, autour bah, justement, de mise en œuvre alternative, et notamment par plein de micro-ouvrages pour ralentir, infiltrer l'eau dès l'amont, dès les paysages forestiers notamment, jusque dans les plaines, plutôt que des gros ouvrages, quoi. Et donc, cette vision, petit à petit, s'est affinée par Michel Kravčík et ses équipes. Ils l'ont développé à l'échelle du pays, de certains territoires, d'abord notamment dans l'est de la Slovaquie, où il y a des choses qui ont été mises en place à l'échelle d'abord de petits territoires, au début des années 2000-2010 en particulier, et ensuite à plus grande échelle. Donc, du coup, voilà, ça nous inspirait dans la démarche. Quand je dis nous, c'est nous, PUHR, et puis nous aussi, tous ceux qui œuvront dans cette approche
de régénération des cycles de l'eau en France, en Belgique et par ailleurs. Donc ça nous inspirait et du coup, il y avait l'envie, l'intérêt de rapprocher les connaissances et les structures. Et donc, effectivement, à l'initiative, et on le remercie encore de Christophe Nothomb, donc un confrère belge pour une hydrologie générative Belgique, s'est organisé ce Slovak Water Tour avec Michal Kravčík, donc guidé par Michal Kravčík notamment, sur un temps assez court, hein, donc 3 jours effectifs sur place. Donc voilà, juste pour finaliser avant de passer aux photos, l'intention de ce webinaire aussi, comme disait Fabien, c'est de rester sur ce qu'on a vu, de rester sur peut-être plus des aspects techniques d'ouvrage et tout ça, et on va pas on n'a pas prétention là à faire du retour d'expérience sur les projets, sur les aspects sociaux, sur d'autres aspects qui méritent d'avoir un peu plus d'approfondissement, déjà en termes de temps de visite. Encore une fois, c'était court, 3 jours, et en plus, on n'est pas allé sur les territoires où il y avait encore plus d'expérience. L'organisation a fait que ça a été fait dans des territoires plutôt du centre du pays, qui sont sur des choses où c'est plus récent dans ce qui est mis en œuvre. Donc, on va vous montrer les photos. Et du coup, voilà, parce que logistiquement, c'était pas possible d'aller plus loin. Donc, du coup, voilà, on reste sur ces aspects. Là, c'est effectivement une forme de discussion. On verra qu'on n'a pas fait une grande présentation PowerPoint bien chiadée. Ça va être des photos qu'on va faire circuler. Donc, presque, on est un peu entre nous là, à discuter effectivement avec Fabien et effectivement, en effet, avec vous pour voir l'intérêt, pour voir aussi les questions, les types de questions qui peuvent encore surgir. Parce que, en effet, derrière, il y a un vrai potentiel d'approche territoriale que nous, on pousse aussi pour une hydrologie régénérative et qui, du coup, voilà, mérite d'approfondissement. Et donc, il y aura des travaux, notamment avec une salariée de Romane, de salariée pour une hydrologie régénérative qui a aussi pour rôle un peu de capitaliser sur des démarches en France et à l'étranger, sur celle-ci en particulier. Et donc, il y aura, voilà, a priori, un peu plus de retour d'expérience synthétisé. Donc là, encore une fois, on va rester sur des belles images, hein, on va dire, et sur ce qu'on a vu. Voilà pour les introductions un peu longues. On a fait déjà 10 bonnes minutes d'introduction. Tu me dis, Fabien, s'il y a le chat ou si ça jaillit dans le chat, je pense qu'on peut présenter pour autant, on peut prendre les questions un petit peu au fil de l'eau. Je sais Tout pas. va bien, il y a des petites questions qui ont des petites réponses, donc tout est en ordre. Je te laisse le crachoir. Ok. Allez, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. Comment je fais? Voilà, comme ça. Donc, alors vous allez voir, hein, comme je vous disais, c'est très simple. On va montrer un peu l'album photo, comme si on était en famille à la fin des vacances. Euh, et pour vous dire, on a quand même classé ces photos tout simplement de manière chronologique. On est arrivé et on peut prendre un petit historique. On est arrivé le lundi soir et on a rencontré, là, je vais poster Martin Kovacs, qui est un ancien secrétaire d'État à l'agriculture dans le pays et qui a apporté avec Michel Krafsik ces projets autour de la réhydratation des territoires par ces approches low-tech, on va dire, d'hydrologie régénérative, même évidemment, il ne nomme pas comme tel, mais c'est exactement la même philosophie et la même approche. Donc, on a eu un échange avec lui à Bratislava le soir, qui lui travaille aussi à l'échelle européenne pour faire émerger, pour faire du réseau entre différents acteurs à la fois du pays et à la fois européens qui veulent développer ce genre, qui le font déjà ou qui veulent développer ce genre de projet, encore une fois un peu alternatif par rapport à une forme de gestion de l'eau qui est basée sur, d'aucuns diraient, des solutions fondées sur la nature, mais en tout cas des approches de régénération des paysages en particulier des micro-ouvrages de réhydratation, micro-ouvrages de réhydratation. Voilà. Donc, le mardi, on est allé, c'est peut-être la visite, la journée la moins fournie, on va dire, en termes de choses qui nous intéressaient, en tout cas, nous, globalement, l'équipe de franco-belge qui était sur place.
Donc, on a visité, on a rencontré les responsables du Bioclimatic Park. Donc, c'est en gros une forme de ferme pédagogique. On veut dire ça, tu me dis Fabien si le terme est assez juste. De Ouais, ferme pédagogique autour de l'agroécologie essentiellement à visée vraiment démonstrative, donc subventionné aussi pour ça, avec ouais, où il faisait un peu d'élevage et un peu de grande culture et puis plus quelques diverses types de cultures plutôt à petite échelle, sans une optique de rentabilité. Donc c'est là où aussi on a posé cette question de voilà le démonstratif versus le rentable et qu'est-ce qu'on peut sur quoi on peut vraiment se baser comme critère. En tout cas, ce qui nous a intéressé, c'était de voir ce qu'ils avaient mis en place comme justement ce qu'ils appellent et on va souvent parler de water retention measures, désolé pour mon accent, des mesures de rétention d'eau. Rétention, faut pas l'entendre. Je sais que voilà, c'est des sujets qui sont assez sensibles dans le milieu francophone, notamment autour de l'eau. Dès qu'on parle de rétention d'eau, on a l'image de retenue collinaire, de retenir l'eau pour du stockage ou de barrages, de micro-barrages sur les cours d'eau qui vont, et avec tous les problèmes de continuité écologique qui se posent. Donc là, vraiment, quand on parle de water retention measures, une mesure de rétention d'eau, on est vraiment sur des micro-ouvrages qui sont en amont des cours d'eau essentiellement, je dis bien essentiellement parce que on en a vu aussi dans les cours d'eau, qui sont essentiellement en amont dans les cours d'eau et qui ont pour objet de collecter les eaux de ruissellement, de pluie et de ruissellement, dans une optique essentiellement, je leur dis essentiellement, d'infiltration. Donc voilà, on n'est pas sur du stockage, on capte pas des eaux, on fait pas on pompe pas pour faire de la mesure de rétention d'eau. Donc ça va, c'est un ensemble tout ça qui nous intéresse, nous, dans l'hydrologie régénérative, c'est comment recréer ces paysages, ces territoires, ces paysages, ces espaces agricoles en particulier, où il y aura justement une capacité à ce que toutes les eaux de pluie, de ruissellement, elles restent là où à peu près là où elles tombent. et de Du préférence coup, les eaux de ruissellement excédentaire. Voilà, exactement. En effet, c'est d'abord les eaux enfin les eaux s'infiltrent dans les sols. Donc, on travaille évidemment sur les sols et sur la capacité des sols à infiltrer. Mais en attendant que les sols puissent recouvrer leur capacité à infiltrer, ou lors des épisodes un peu extrêmes, eh bien, il y a besoin d'avoir justement des mesures comme ce qu'on a vu essentiellement sur ces 3 jours d'ouvrages qui vont, attends, je suis en train de voir 2 fois, de micro-ouvrages qui vont infiltrer l'eau, quoi. Alors, je vais passer sur celle-là, ou alors, ça serait bien que si tu veux commenter celle-là. C'était C'est une à d'abord, toi, hein, celle-là. En fait, moi, ce que j'aimais bien dans cette ferme, c'était bon, d'abord, c'était le micro-ferme qui était complètement en autonomie, donc on passe le truc du frigo naturel et tout ça. C'était chouette de voir un environnement qui était très complet. En Pas en fond de vallée, mais on avait les montagnes, enfin des petites montagnes qui étaient derrière et qui nous permettaient en tout cas d'être à un point dans une plaine intermédiaire où on avait la possibilité de collecter pas mal d'eau d'excédent. Et je pense qu'il y avait déjà deux petits cours d'eau qui passaient par là, qui étaient en fait des petits cours d'eau qui se promenaient dans des talwegs. Et en fait, ce qu'ils ont opéré sur cette micro-ferme, c'est de faire une série de constructions et d'aménagements autour de l'eau et du cheminement naturel de l'eau. Après, ils ont aussi fait plein de petits ouvrages un peu plus haut dans la colline où enfin, parfois c'était des ouvrages purement démonstratifs, mais ici les photos qu'on voit défiler, là c'était déjà un cours d'eau, hein, ça, oui d'ailleurs alors voilà, on voit ça au réservoir. celle qu'on voit là, en l'occurrence, c'est au fond du Talweg, on va dire, enfin, en bas de la vallée. Et effectivement, là, c'est sur un cours d'eau intermittent. Intermittent, donc, il nous expliquait que c'était un cours d'eau un petit cours d'eau, hein, très léger, qui coulait, qui coulait précédemment, plutôt, qui avait tendance à devenir de plus en plus intermittent et qu'effectivement, ils avaient fait le choix de faire une succession là de micro-ouvrages, dont, alors celui-là un peu plus conséquent, pour le coup, c'était la plus grosse petite digue là qui avait été faite. Donc en amont, par exemple, de celui-là, il y avait un micro-barrage en botte de paille, un check dam, on appelle ça check dam, c'est des petits barrages de poche, des micro-barrages
qui est en bottes de paille. Donc, ils avaient vraiment à vocation, genre, non, mais pourquoi vous avez mis les bottes de paille? Enfin, c'est quoi? Donc, le but, c'était de tester. Il y avait vraiment un objectif de tester des formes d'ouvrages micro ou un peu plus gros. Celui-là, c'était vraiment, comme je disais, plus gros. Pour voir un peu les effets. Donc, c'était aussi à portée un peu expérimentale. Et effectivement, celui-là, voilà, ressemble à nos petites retenues collinaires dans nos contextes agricoles. Et c'était encore une fois, voilà, c'était un peu le dernier maillon de la chaîne, puisqu'on a vu aussi, même si les photos les images sont pas, Ici, on est dans une zone inondable, hein, voilà, c'est ça, du coup. qui est en fin de collecte de petites vallées. Et donc, en fait, il y a un fossé qui va acheminer l'eau ici, qui, en fait, on le voit bien, c'est tout le sol est craquelé, tout est sec, et en fait, on marche sur une zone qui est inondée, qui est assez grande quand même par rapport Ouais, à la ferme, et qui a un débordement qui va retourner après dans le Talouec, dans dans le le cours flux d'eau. que Simon a montré. C'est ça, effectivement. Et ce qui expliqué, c'était intéressant, c'est qu'on voit là, on devine le début de la petite digue qu'ils ont mis. Donc, cette petite digue est presque parallèle au cours d'eau en aval. Et effectivement, donc ça fait une forme de bassin tampon qui collecte, en particulier, vous voyez le paysage derrière qui est essentiellement de la grande culture. euh, Sans obstacles, sans autre forme d'obstacle dans les reliefs. Et donc, voilà, qui a cette grande surface, hein, il y a un volume qui était assez conséquent, qui était prévu, un volume utile pour pouvoir tamponner ces eaux, parce que le petit bassin versant en amont, essentiellement en grande culture, lors des gros épisodes, en fait, faisait ruisseler une bonne quantité d'eau, une bonne quantité d'eau un peu chargée aussi, hein, à la fois en sédiments et puis un petit peu aussi en micro particules, hein, de fait. Et donc, du coup, voilà, toute cette zone, là, on voit, en fait, on voyait toutes ces choses en vert, on voyait les sédiments, le dépôt sédimentaire de toutes ces eaux de ruissellement qui étaient en amont et qui, sans ça, et ça, c'est ça qui est intéressant, sans ça, toutes ces eaux de ruissellement allaient directement dans le cours d'eau, charger le cours d'eau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problématiques d'inondation un peu plus loin. C'est à force que toutes ces eaux de ruissellement en amont des cours d'eau se retrouvent directement et trop vite dans ceux-ci, sans être tamponnées, sans passer par une case infiltration. Infiltration, donc c'est la double peine. À la fois, on se retrouve avec de l'eau qui ruisselle vite et qui se retrouve dans les cours d'eau, et à la fois, on se retrouve avec c'est de l'eau qui ne s'infiltre pas dans les sols, dans les nappes. Donc, il y a pas de recharge de nappes dans ces cas-là, de nappes, même de nappes superficielles. Et du coup, voilà, ça adresse à la fois la double problématique sécheresse-inondation, d'avoir d'ouvrage, tout en se disant que, en vérité, ça devrait être aussi géré plus en amont, quoi. D'avoir une grosse, non, pas, non, une grosse digue, c'est un grand mot, mais en tout cas une digue et un tel volume de captation en aval, ça devrait déjà, enfin, c'est quelque part une compensation à un manque qui se trouve déjà dès l'amont, quoi. Donc, c'était aussi l'échange qu'on avait avec eux. Entre guillemets, comme eux, ils étaient en bas du bassin versant, et ben, comme c'est parfois le cas dans nos contextes, on subit aussi ce qui arrive depuis le haut, quoi. Voilà, je passe peut-être un petit peu. Ce qui Ouais, aurait été super, c'est d'avoir un plan de ruissellement et de mesure qu'on n'a pas on n'a pu, pas enfin, eu, qu'il n'y avait voilà. pas. Il y avait un plan de tout le site, mais pas vraiment un plan qui expliquait ça parce que le site était en fait sur une crête et donc on avait d'un côté toute la zone avec les étangs, les petits canards et tout ça, et de l'autre côté la zone qu'on vient voir et qui avec le bassin tampon, enfin la sec, Mm. qui finissait par se, se déverser dans le Wake pour continuer et les deux se rejoignaient. Et au niveau paysager, c'était en fait très intéressant, sauf que il fallait un petit peu déduire, voilà, enfin, il fallait De avoir la ce capacité de qu'on- déduire en fait ce plan-là. Ça, c'est une petite retenue, enfin, un petit bassin qu'on a, et je pense que c'était aussi une petite dérivation, c'est un petit fossé qui Oui, menait à ce bassin-là, et c'était simplement en fait, il y a pour nous une grosse, enfin, en tout cas pour moi, mais après, Simon, tu peux me confirmer ou pas, deux grosses choses qui m'ont interpellé en Slovaquie, c'est d'une part qui font des ouvrages qui sont de l'ordre du paysage et qui prennent le paysage en compte, et d'autre part, chaque fois avec plein de toutes petites astuces, ils arrivent à gérer à gérer cette eau, cette infiltration, ces trop-pleins, ces surplus, ces débordements. Et on voit que il faut penser global, mais agir.
agir local, c'est un slogan à la con, mais on peut vraiment avoir un impact avec des petites mesures qu'on répète d'amont en aval, très simplement, comme celle-ci par exemple, sinon si tu veux la décrire un peu. Ouais, ouais, mais donc tu l'as bien écrit. Effectivement, on le voit pas là, mais il y a un petit fossé type une baissière qui a alimenté cette petite retenue, quoi. Peut-être je te propose Alors qu'on ici, il y a passe. une question qui Ouais, est que l'ouvrage est bâché. Oui, alors oui. il est bâché parce qu'ils veulent avoir je pense qu'ils veulent avoir une retenue d'eau avec un stock. Donc voilà, bâché, pas bâché, bah, tout dépend un petit peu ou bâché, enfin étanchéifié ou non étanchéifié, tout dépend un petit peu de ce qu'on veut faire avec la flotte. Ici, on est quand même assez haut dans la ferme par rapport à l'aval de la ferme où il y avait d'autres installations. Donc je suppose, mais c'est pas une question qu'on a forcément posée. J'ai une supposition qui est que cette eau, ils peuvent la réutiliser pour faire d'autres choses, comme abreuver du bétail, ce genre de choses-là. Ouais, là, je vois la question aussi de Benoît. Ce bassin de stockage a un faible volume au regard des volumes d'inondation provenant de son amont hydraulique. Comment mesurer son efficacité réelle? Alors, je sais pas si tu fais référence, Benoît, à cette photo-là, ce bassin. En tout cas, celui-là, il a pas vocation à collecter toutes les eaux de l'amont. C'était plutôt la photo, le précédent, dont on parlait, qui, lui, collecte essentiellement les eaux de l'amont hydraulique et qui, lui, pour le coup, attendez, je vais essayer de remettre la photo un peu dans les partages là, qui lui, voilà, lui a un volume utile assez conséquent par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui à l'amont hydraulique. On suppose qu'a été dimensionné parce qu'on a des fois c'était pas simple d'avoir les questions sur les dimensionnements, sur le calcul, tout ça, qui a été à peu près dimensionné pour gérer du flux de la balle. En tout cas, on pouvait estimer qu'il y avait un volume assez conséquent tamponné pour des épisodes assez conséquents. Peut-être qu'on va pas trop s'appesantir sur cette première salve-là et passer après, et quitte à reprendre des questions éventuellement plus tard sur la partie sur Vas-y. les autres jours. Allez, on va aller le lendemain. Ouais, bon, c'est vraiment très sommaire. Euh, le lendemain, donc, euh, on est descendu. Oui, si, on est descendu. Donc, globalement, voilà, on n'a pas fait de carte là, mais on était plutôt vraiment dans le centre du pays. Dans le centre du pays, Bratislava étant à l'ouest, complètement à l'ouest. Nous, on allait plutôt dans le centre du pays, donc à peu près 3 heures de route de Bratislava. Et donc, ce deuxième jour, le mercredi, on est d'abord allé rencontrer donc un centre forestier, on va dire, qui travaillait autour notamment de l'énergie, de l'exploitation de bois, de l'énergie, de bois énergie, et qui travaille aussi sur justement comment dire, ces paysages, enfin ces approches de retention measure, mesure de rétention d'eau. Hop, qui montrait un petit peu tout, voilà, tout ce qui a été entrepris. Et on va le voir après, c'était voilà, là aussi un peu à visée pédagogique, aussi accueil du public pour faciliter en fait les explications autour de ces sujets. Donc voilà, on avait droit à une petite exposition photo sur ce qui a été mis en œuvre, et donc sur cette idée, cette présentation. Hein, donc c'est en slovaque là, où on va juste regarder les images. Voilà. C'est donc qu'est-ce que sont ces différentes mesures de rétention d'eau? Donc voilà, je vais balayer un petit peu rapidement parce qu'on va en voir après on va en voir après sur ce qu'on a vu nous sur le terrain. Là, l'intérêt des photos, c'est qu'elles sont en eau. Nous, on les a pas vues en eau puisqu'il n'avait pas plu pour le coup. Mais voilà, en tout cas, c'est essentiellement comme on disait des check dams, on appelle ça check dams, sont putain des formes de redans en bois, ou alors, comme vous voyez, des micro-bassins, des micro-bassins ou des dépressions, des zones humides disposées, aménagées ou réaménagées à différents endroits. Dans le contexte forestier, puisque là, c'était un contexte relativement forestier, en tout cas en amont, dans ces paysages, quoi. Je sais Petite pas si on... question sur la réglementation. Alors oui, tout ce qu'on va voir, évidemment, je pense que la réglementation en Slovaquie n'est pas du tout la même. Donc, on va, évidemment, on est tenu de respecter la réglementation, de l'observer, de la connaître. Mais ici, on va pas forcément s'attarder là-dessus, on va s'attarder sur les solutions techniques parce que sinon on est parti dans des discussions et tout. Enfin voilà, en tout cas, on sait que ça existe. S'il y en a qui peuvent l'appliquer dans d'autres pays et que ça marche et qu'effectivement ça a des effets positifs parce qu'on peut toujours rigoter sur un ou l'autre dispositif.
Bon, voilà, Voilà. l'idée, c'est pas d'ouvrir un débat, Peut-être, mais alors c'est peut-être de reporter ce qu'on a vu. ouais, peut-être qu'on pourra ouvrir à la fin des photos des temps d'échange de vocaux oraux où on pourra éventuellement discuter ouais, intervenir directement sur ces aspects. Alors, je propose que, notamment sur ces aspects de réglementation, ouais, on voit plutôt en fin de session, quoi. Euh, voilà, donc on a donc cette présentation des mesures de rétention d'eau et donc voilà, ce qui nous a bien intéressé, c'était ça, enfin en tout cas dans ce centre et encore une fois qui était là pour plus un aspect démonstrateur pédagogique auprès du grand public. C'était ça, cette maquette. Peut-être Fabien, je te laisse la présenter. Bon, bah, la meilleure maquette qui nous a été donnée de voir, hein. Donc, on a, en fait, à droite, enfin, à droite dans le sens de la lecture, comme on voit là, telles quelles, toutes les solutions, je vais dire les mauvaises solutions, mais en fait, les solutions qu'on retrouve un peu partout, actuellement. Et, bah, à gauche, toutes les solutions avec un maximum d'infiltration. Donc, bah, tout en haut, on a un premier étage où on a une petite zone graveleuse, enfin des zones d'infiltration. On a un sol qui est plus profond aussi, je pense, et on a une végétation qui est bien plus dense. Alors, ce qu'ils ont fait, on voit une petite bavette blanche chaque fois en dessous. Et en fait, ils ont été honnêtes, c'est-à-dire qu'ils ont mis cette bavette blanche à chaque ou presque chaque étage pour faire en sorte qu'à un moment, c'est comme si on arrivait sur la roche-mère et que bah, l'eau, une fois qu'elle s'est infiltrée, continue sa course vers le bas. Et pour voir la différence de vitesse, la différence d'infiltration, la différence aussi de dispersion de l'eau. Et bah donc sans surprise, enfin, voilà, on a donc la première zone forestière. Ensuite, on a une prairie. Le deuxième étage à partir du haut, ça représente, je pense, une prairie. Et je ne sais pas si la matière était la même, mais en tout cas, d'un côté, il y a plus De d'étages rugosité, que on va de dire. l'autre. C'est ça, il y a Pardon? plus il y a plus de rugosité en De termes rugosité. de terrassement, de forme de terrassement. Voilà, on pourrait dire que c'est une prairie permanente par rapport à un champ de maïs. Enfin, enfin, je sais pas, je sais plus, je vois plus la matière, je m'en souviens plus par cœur. Et juste en dessous, ben, on a des cultures ou des aménagements dans le sens de la pente ou en keyline. Je sais pas s'ils ont fait ça en keyline, mais en tout cas en courbe de niveau à partir du point d'inflexion, donc du ruissellement concentré. Et puis tout en dessous, ben, on a même, on voit aussi ce qui arrive en fait sur les maisons. Enfin, on voit déjà le résultat, le déphasage était énorme. C'était juste en trois étages, on avait un déphasage qui était gigantesque. Et en plus, quand ça arrivait bah, sur la maison du bas, il y en a une qui faisait complètement inonder et l'autre pas. Et dans la représentation des maisons, il y avait aussi bah, celle de gauche avec des toits, enfin, perméables non, mais voilà, des toits Végétalisé, dis donc. végétalisés, avec des jardins de pluie, des zones d'infiltration, et l'autre qui était purement industriel avec une allée bétonnée, parking, enfin, Ouais. pavillonnaire comme on connaît bien. Et donc, évidemment, tout ça nous amenait à avoir un ruissellement qui est toujours de plus en plus vers l'aval, de plus en plus rapide, et de plus en plus Disons qu'en bas, ça fort, illustrait quoi. en bas, ça illustrait plutôt les aspects urbains, urbains voilà, de l'aspect urbain qui garde l'eau, qui infiltre l'eau. On parle maintenant des villes éponges ou ce genre de choses, versus l'urbanisation qui a tendance à, à imperméabiliser et donc accélérer les cycles de l'eau à ce niveau-là, quoi. Et donc, je crois qu'il y a la vidéo qui se lance, voilà. Donc, là, vous avez le droit à Le son et côté, image. le mauvais côté à gauche et le bon côté à droite. Je sais pas si on arrive à voir. On voit déjà la différence de flux entre la droite et la gauche. Le flux à droite était énorme. Et on le voit tout de suite ici, hein, comme ça coule tout de suite sur les maisons, tandis que l'autre est bien plus ralenti. Il y a la vitesse et la quantité bon, là, évidemment, il n'y a pas de sédiment, mais c'est tout ce que c'est susceptible de prendre avec, au Mm. passage. Alors, du coup, bon, ça a vraiment une valeur purement pédagogique, hein, ça n'a pas une valeur de mesure, évidemment. Pour autant, ça nous a tous interpellés positivement dans le sens, effectivement, c'est très illustrateur et c'est d'un point de vue de vulgarisation, on a trouvé ça assez intéressant. On savait qu'il existait le genre d'exercice un peu similaire pour les sols où on infiltre, enfin, on verse de l'eau sur un sol couvert, un sol végétalisé et un sol à nu et on voit l'eau et les sédiments
qui sortent plus rapidement, mais effectivement de le faire sur des micro-bassins versants comme ça, voilà, il nous a semblé être une bonne idée, en tout cas à reproduire, à dupliquer, et voilà, à défaut, encore une fois, que ça fasse office de quelque chose qu'on peut mesurer, au moins que ça soit pédagogique. Voilà. On vous laissera réagir dans le chat si vous voulez, si vous voulez sur tout ça, quoi. On a Amandine qui parle, qui dit les communes françaises sont en difficulté pour gérer seules les eaux de pluie. Souvent, un partenariat peut être créé dans un cadre légal que la commune maîtrise. On arrive encore à faire des choses intéressantes. Alors, évidemment, enfin, quand on prend un bassin versant, un sous-bassin versant, on traverse une série de propriétés, que ce soit l'État, que ce soit la commune, que ce soit les agriculteurs, que ce soit des privés, que ce soit des forêts. Et donc, on ne peut pas travailler à ce niveau-là, c'est juste en se disant, enfin, c'est très bien de mettre des toitures végétalisées, mais c'est pas une solution qui doit se prendre de manière unique et ponctuelle. Alors, on n'a pas toujours le cadre pour travailler, le cadre légal, ou le cadre de travail, ou le cadre de collaboration, ou budgétaire aussi, pour travailler à ces échelles-là. Par contre, enfin, Simon, enfin, Père Malade, enfin voilà, on s'en fout, fait la pub ou quoi, mais nous, on travaillera toujours en allant voir d'abord d'où vient l'eau à partir du sommet. Et même si on ne travaille pas, si on n'a pas d'impact sur l'autre partie du territoire, en tout cas, on a conscience de ce qui arrive, de comment ça peut être géré et de ce qu'on va aussi laisser à l'aval, quoi. Et c'est pour ça, effectivement, il y a un vrai enjeu, et c'est ça qui nous intéresse aussi dans la démarche slovaque, c'est que ça se passe, que ces projets soient adressés à l'échelle, et ces problématiques soient adressées à l'échelle territoriale, parce qu'effectivement, et donc concertée aussi, qui est donc évidemment plus complexe à mettre en œuvre, mais aussi parce qu'on sait que les effets sont là quand c'est vraiment à l'échelle territoriale. Et donc, du coup, voilà, s'inspirer de ça pour effectivement pouvoir faire des projets pour développer ce genre de démarches sur typiquement de sous-bassin versant, puisque c'est la bonne échelle, puisque voilà, on est entre les crêtes et l'exutoire, et donc on a les chemins de l'eau dans leur ensemble à pouvoir adresser, quoi. Alors, ici, il y a une question sur Ouais. à quoi sert le deuxième étage vert en partant du haut. Ben, et je pense que c'est de la culture, culture type prairie ou culture Alors, de... ouais, j'ai un autre regard, j'avais l'impression que ici, c'était plus terrassé, on va dire. On voyait dans le premier, Oui, voilà, là on voit. Hein. On oui. voit, c'est plus terrassé ici et ici c'est plus de la pente toute droite, quoi. Donc je pense que c'était essentiellement pour illustrer ça, quoi, à deux types de sols à peu près similaires, soit de la prairie ou de la culture éventuellement, On pourrait mais même mettre des check dams sur du relief plus ou moins, comment dire, rugueux, disons. Et effectivement, un plus de ralentissement sur ce paysage à gauche, quoi. Les Slovaques, en fait, c'est Ouais. vraiment pour répondre encore à la question d'Amandine, c'est de regarder tout dans leur ensemble. Et même si, s'ils n'ont pas un impact, enfin, à un moment, on est allé sur un projet où ils avaient des grands plans et des grands bassins de rétention dans des paysages assez larges. Mais en fait, on remarque qu'avec leur petite solution, quand ils ont pris en compte tout l'ensemble du domaine sur lequel ils travaillaient, et ils arrivaient à des résultats tout à fait intéressants. Ouais, donc, il faut regarder juste l'ensemble, même si on n'a pas enfin, même si on n'a pas le pouvoir sur l'ensemble du paysage ou la frange de territoire sur laquelle on travaille, ça ne nous empêche pas de considérer l'ensemble et de travailler à notre échelle. Next. Alors après avoir vu voilà, ce centre-là, on a pris les 4x4 là pour monter avec les équipes là, pour monter dans les reliefs un peu plus haut. Et donc là, voilà, on a une petite image de la typologie générale du paysage local. Donc effectivement assez vallonné, assez boisé, donc pas mal aussi d'exploitation forestière. Hein. Et puis soit exploitation forestière, soit de la prairie, comme on voit juste en dessous. Donc, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'était essentiellement ça. Donc, ça vous illustre un peu le type de paysage quoi, dans lequel on était. Et donc, là où ils nous ont emmenés, c'était justement pour voir une succession de types de mesures de rétention d'eau, hein, donc on connaît, nous, qu'on pratique par ailleurs, mais voilà, il était hyper intéressant de les voir en œuvre et en action et même en démonstration
ça qui a été intéressant. Et donc, voilà, pour le coup, on a, on a eu droit à la fois la démonstration avec la maquette, mais la démonstration grandeur nature, puisque voilà, là, sur dans cet espace de prairie là, il y avait un chemin, un chemin, un chemin de circulation, comme beaucoup dans nos cas de figure. Et souvent, effectivement, les chemins, et nous, c'est le constat qu'on fait dans nos projets, et je pense que Fabien, tu fais le même, c'est que les chemins, c'est des sources de problèmes d'un point de vue de l'eau, du ruissellement, de l'érosion, à pas mal d'égards, évidemment, dans les espaces vallonnés, mais même avec des faibles pentes, quoi. Et des problèmes ou Et des solutions. Mais alors voilà, mais en général, c'est des problèmes parce là, que c'est un c'est problème. voilà, c'est en général c'est des problèmes parce que c'est nécessairement les chemins pour notamment pour monter et descendre évidemment dans les espaces. Il y a de la pente et donc qui dit pente dit que c'est des surfaces qui sont peu perméables puisqu'elles sont globalement assez compactées et donc de l'eau qui s'écoule, du ruissellement, souvent de l'érosion, souvent de la dégradation dans ces pistes forestières ou même ces pistes agricoles, de la dégradation à terme des chemins puisque bah voilà ça crée des ravines, des formes de ravines dans les chemins. Et donc, et potentiellement, il y a relativement beaucoup d'eau qui circule par ces chemins, ne serait-ce que parce que donc ils ont une surface imperméable, relativement imperméable, mais aussi parce qu'ils peuvent capter des eaux de ruissellement qui vient de l'amont, quoi. Du coup, ça peut être, souvent, c'est des chemins de l'eau artificiels qui font circuler, qui peuvent faire circuler beaucoup d'eau, quoi. Donc, ça peut être effectivement des solutions s'ils sont pensés pour collecter l'eau des eaux de ruissellement et l'emmener, soit l'infiltrer, soit l'emmener vers des bassins. Mais en général, on travaille plutôt avec des chemins existants. Et dans tous les cas, il faut pouvoir monter et descendre. Donc, à mon avis, on va forcément avoir des circulations d'eau, quoi. Donc, une des manières d'adresser le problème, c'est des choses assez classiques qu'on connaît. Attends, je vérifie la photo suivante. Voilà. Je mets en pause là. Des solutions classiques qu'on connaît notamment dans les chemins d'aménagement forestier, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des revers d'eau. Vous avez tous vu sur des pistes forestières, c'est soit en métal, qui sont transversales comme ça au chemin, régulièrement dans le chemin, et qui ont pour objet de capter les eaux de ruissellement et, donc, de les dévier dans la pente plutôt que l'eau se ruisselle et s'accumule sur le chemin. Et là, ce qui était intéressant de voir, c'était que ces revers d'eau, on appelle ça revers d'eau, on va dire, adjacents, ils sont couplés à des mesures de rétention d'eau, donc soit un bassin assez conséquent comme celui-là, soit des mesures, des bassins plus petits, on va le voir. Et voilà, donc là, on a eu la démonstration, puisqu'ils avaient amené une tonne à eau pleine, là, remplie d'eau, et qu'ils ont ouvert sous nos yeux pour nous montrer l'effet de ces revers d'eau, hein, donc de simples d'arbres là, et donc qui vont alimenter ce bassin, vous voyez, Je peux voir assez que c'est un truc qui est conséquent. déjà rapide et concentré, hein, donc ça a une réelle efficacité, en plus de ne pas couper la circulation et d'être facile à installer, quoi. Voilà, effectivement, Fabien, si tu veux compléter, je passe au Ah, j'ai suivant. dit. Voilà, donc, tiens, bah, si tu veux Que dire de plus, ça me paraît clair. un détail sur justement sur la sortie de ce revers d'eau. Donc, ouais, ces deux troncs qui sont implantés de moyenne section et voilà, qui captent cette eau. Donc, il y aurait potentiellement des choses à améliorer, voilà, éventuellement enrocher un petit peu ici pour éviter les effets de ruissellement, de micro-érosion, on va dire. Mais globalement, ça fait le boulot, hein. C'est ce genre de flux d'eau qu'on voyait sur la vidéo avant. C'est des choses qui sont très communes lors des épisodes, lors des gros épisodes, quoi. Donc, c'est pas exagéré de voir un tel flux d'eau. Autre un peu plus haut, là, même configuration, avec, vas-y Fabien si tu veux, sinon c'est moi qui parle tout le temps, ton micro. Donc, il y a une question avant, c'est quel entretien pour ces revers? Ils doivent vite se combler. Moi, j'en sais rien. Après, c'est pas un entretien qui paraît très compliqué. Alors oui, la question, ouais, c'est une bonne question, c'est toujours une question. C'est clair que les revers d'eau, comme ça, quel que soit le contexte, doivent avoir de l'entretien, puisque nécessairement, effectivement, il y a toujours un peu de micro, de sédiments qui vient combler. Donc oui, c'est de l'entretien, parce que dès qu'ils sont comblés, ils ont plus évidemment, ils ont plus cet effet, quoi. Donc c'est vraiment, nous, c'est ce
notre projet, nos designs, on s'appuie sur ce genre de mesures tout en disant bien, attention, c'est l'entretien parce que d'autant plus couplé à de tels ouvrages, parce qu'ils ont vocation à capter, ralentir, infiltrer de l'eau. Donc c'est pas juste pour le plaisir entre guillemets, de protéger un chemin comme ça, déjà que ce serait un très bon point, mais en plus, voilà, c'est une succession de micro-ouvrages qui vont ralentir, infiltrer l'eau. Donc, on capte de l'eau, on infiltre de l'eau, donc on augmente aussi d'une certaine manière son capital au sol sur son terrain. Donc, nécessairement, qui dit investissement, là, dit forcément une forme d'entretien, quoi. Donc, c'est un entretien qui peut être plus ou moins fréquent à mesure que, bah, oui, que les sols, que les chemins se dégradent. Et donc, d'où l'intérêt d'en mettre aussi régulièrement. Si on en met un revers d'eau au bout de seulement tous les 200 ou 300 mètres, évidemment, il va plus rapidement se remplir et tout ça. Donc, ces revers d'eau, c'est vraiment, il y a une logique, comme d'ailleurs tous ces micro-ouvrages de gestion de l'eau. Il y a besoin d'en avoir plein de petits plutôt que des gros. Et le plein de petits cumulés fait aussi cette efficacité. Alors, donc sur cette photo, on est juste en amont, 50-60 mètres de l'ouvrage du bas. Et là aussi, il y avait une cuve d'eau qui était lâchée. Alors, bah, le but, c'est de montrer simplement que, bah, justement, il y a une question sur le déphasage et la dispersion. Eh ben, en fait, premièrement, le fait on a un fossé qui, je sais pas s'il est de niveau horizontal ou pas, mais en tout cas, il va déjà arrêter une partie du flux d'eau moins que l'autre et le disperser en fait dans la prairie à la place de le concentrer sur le chemin qui s'accumule, qui fasse en fait comme une boule de neige, hein. Et là, c'est la même chose. Donc ici, on a les deux, en fait, parce que Igor pose la question, c'est quoi la différence entre déphasage et dispersion? Alors, bah, arrête-moi si je me trompe. Attends, laisse la Vas-y, photo si vas-y. tu veux bien. Oui, Là, pardon. tu changes d'écran. Ouais. Bah ici, en fait, on a un revers qui permet bah, une première dispersion de l'eau. Enfin, l'eau va s'écouler le long de la colline et en fait va se disperser. Elle va s'étaler, tout simplement. Et ça nous permet d'avoir un déphasage parce qu'en fait, on a de l'eau qui est retenue en amont enfin, ici, il n'y a pas une collecte, un vrai déphasage. Ce serait vraiment collecter l'eau, la laisser s'accumuler et puis, une fois qu'elle s'est accumulée, la faire se déverser dans un autre bassin ou dans un autre ouvrage, etc. Mais la dispersion, c'est le fait de l'étaler à la place de la concentrer. Donc, c'est un ruissellement diffus à la place d'un ruissellement concentré. Et déphaser, ben, c'est temporiser, en fait. C'est le fait de retarder, ralentir, en fait. C'est ça qu'on veut dire par déphasage. Et donc, ceci est juste au-dessus de l'autre, qui nous Voilà, permet déjà d'avoir moins d'accumulation dans l'autre et peut-être aussi potentiellement moins de crasse, enfin sédiment, quoi. de cochonneries qui arrivent sur ce revers, quoi. Voilà. Voilà, un petit détail sur ce revers d'eau et un autre encore un peu plus haut dans le terrain, où là, bah, il y avait à nouveau un petit. Le premier bassin qu'on a vu, hein, il était assez conséquent. Celui-là était plus petit, il était plus de l'ordre de ce qui est réaliste, réalisable et intéressant de faire. Voilà, des petites poches comme ça, plutôt que des gros qui nécessitaient aussi bah, beaucoup de pelles, pelles mécaniques et de mise en œuvre. Celui-là, voilà, à une échelle plus intéressante, il m'avait semblé, quoi. On avance aussi pour aller arriver un petit peu au cœur Deux du questions réacteur. encore, c'est on voit l'effet Alors, de dispersion en dessous du talus lié à la surverse. C'est une question. Donc on voit est-ce qu'on voit l'effet de dispersion en dessous du talus lié à la surverse? Ah, peut-être sur la vidéo ou sur la vue d'ensemble, mais je ne pense pas qu'on l'ait là. En tout cas, on n'a pas gardé la vidéo parce qu'on devait faire un tri. en dessous du talus lié à la surverse. C'était des traces d'engin, oui, voilà. Ok, C'est moi ça, je vois. c'était non, les traces qu'on voit, je vois à quoi tu fais référence. Ok. Les traces qu'on voit là, c'est pas l'effet de la dispersion Ah, de ok. l'eau. Ouais, non, c'est les traces, on devine que c'est assez récent, cette mise en œuvre là. D'ailleurs, pour rigoler, on s'était même demandé s'ils n'avaient pas fait ça pour notre visite. Pour notre visite, a priori non, puisque c'était quand même un projet un peu plus large et d'ampleur. Mais effectivement, là, c'est des traces d'engin, quoi. Est-ce que la différence de longueur entre les rondins est importante? C'est une bonne question. C'est une bonne question. L'effet important, c'est surtout qu'il y a du relief là, qu'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre et qui donc crée cet effet de déviation, tout en le rendant carrossable. On fait ça comme les revers d'eau en chemin montagneux. L'intérêt majeur, que ça reste carrossable
pour voitures, tracteurs, quels que soient les engins utilisés, quoi. Donc, c'est d'avoir justement du micro-obstacle qui ne soit pas non plus contraignant, trop contraignant pour l'usage, quoi. Ça, c'est tout l'enjeu du design, enfin, c'est tout le challenge d'ailleurs de design et toute forme de design d'aménagement, c'est de concilier les enjeux de ralentir, infiltrer l'eau et les enjeux de cultiver, de praticité et tout ça, quoi. Alors, tout cela est très intéressant, mais ça fait déjà Passons 40 donc, minutes ou voilà, c'est 50 ça minutes qu'on exactement. parle, donc il C'est faut ça. qu'on Donc, avance. on avance notamment voilà, sur un peu le cœur du réacteur, en tout cas selon moi, de ce qu'on voulait voir, de ce qu'on trouve intéressant. C'est ces micro-retenues. Alors, on appelle ça des check dams en anglais, barrage de poche, on va dire, en français. Donc, c'est une mauvaise traduction. Il Est-ce n'y a que pas vraiment nous, de bonne est-ce que traduction. nous, on avait essayé de trouver cette traduction, la retenue de réhydratation, parce Voilà, c'est qu'ici, ça. Alors, on avait imaginé retenue de rétention d'eau, mais en fait, rétention, ça associe tout de suite le fait de retenir l'eau, de la garder, les mégabassines, trop de tralala. Donc, en fait, c'est Simon qui a dit, bon, en fait, non, on réhydrate le paysage par le déphasage, par le fait que ça puisse percoler, par le fait que ça empêche, enfin, que ça limite le ruissellement et la vitesse de l'eau, etc. Donc, on c'est a ça. trouvé ce terme retenue de réhydratation. Maintenant, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, Voilà. quoi. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est surtout dans l'esprit de pourquoi c'est fait, en fait. Et vraiment, de Micha Kravchik nous expliquer ça. Oui, il y a un objectif de temporiser les gros épisodes pluie, donc limiter le ruissellement et tout ça. Donc, c'est un aspect d'abord inondation. Donc, ça aurait pu, effectivement, on peut tout à fait le traduire par des ouvrages de rétention ou de tampons d'eau. Mais on a compris aussi par toutes les explications qu'il nous a amenées que l'intérêt, l'enjeu, c'est vraiment de réhydrater le paysage, de réhydrater les territoires, et que c'est cette réhydratation notamment donc en captant cette eau essentiellement de pluie, qui en s'infiltrant, qui en favorisant donc les sols, les nappes, la végétation de fait, en favorisant une forme de réhydratation structurelle du territoire, va favoriser plus généralement l'effet éponge, quoi. Et l'effet éponge qui va gérer à la fois le trop d'eau, puisqu'il y aura une plus grande capacité à tamponner, à temporiser l'eau, mais aussi les effets de sécheresse, puisque un effet éponge, c'est aussi plus d'eau qui est retenue de manière structurelle dans le paysage, et qui donc elle peut être disponible pour les temps où il y a moins d'eau. Et donc l'objectif de ça, et on n'a pas vu des résultats, mais en tout cas, ils nous ont expliqué ça, c'est qu'avoir fait ce genre de micro-ouvrage, eh bien, derrière, les cours d'eau qui est extrêmement alors, pour l'occurrence, c'est pas des cours d'eau, c'est vraiment c'est des talwegs, donc c'est des écoulements d'eau qui sont extrêmement éclair lors des gros épisodes, se transformait, il y avait des petits cours d'eau plus temporaires qui se mettaient en place, quoi. Autrement dit, ça faisait couler plus longtemps, plus longuement l'eau après après les épisodes pluvieux, quoi. Donc, c'était vraiment, il nous expliquer, c'était vraiment l'intention de tout ça, c'était qu'à force de faire ce genre de micro-ouvrage tout le long de Talweg, eh ben, on ait un effet où on puisse à terme refaire couler, même pas forcément de manière permanente, mais au moins de manière largement temporaire, des petits cours d'eau et donc déphaser dans le temps et donc soutenir aussi à terme les formes de débit d'étiage pour l'été, quoi. Ouais, avec des petits Euh, ruisseaux annexes. Alors, il y a une espèce d'intelligence collective qui se crée autour de retenue de réhydratation, correction torrentielle, ouvrage alors, Castor, correction barrage là. filtrant de sédimentation. Alors, voilà, tout ça, très bien, tous ces noms sont très bien, sauf que voilà, correction torrentielle, c'est vraiment une dialectique fait pour enfin, issue de la Montagne. RTM, hein, comment on appelle, restauration des terrains de montagne, la politique de restauration des terrains de montagne. Et donc, c'est vraiment des ouvrages qui sont faits pour capter, donc c'est exactement les mêmes principes, on est d'accord, mais qui sont faits vraiment pour capter dans les endroits où il y a des écoulements très forts, quoi, notamment dans les zones encore plus pointues. C'est les mêmes effets, sauf que, encore une fois, correction torrentielle, c'est vraiment fait, ça a une vision, et dans la dénomination, c'est vraiment pour gérer le trop et uniquement le trop. Les corrections torrentielles n'adressent pas dans le principe le fait de réhydrater, même si elles le font bien sûr, mais elles n'adressent pas le fait de réhydrater. Les barrages Castor, les ouvrages Castor plutôt, c'est la même logique, mais par contre ça se fait dans des cours d'eau. Et là on n'est pas, je reprécise bien et fermement, qu'on n'est pas dans des cours d'eau, on est en amont dans des talwegs secs
Et donc, qui c'est la différence avec des redans, parce qu'il y avait une question là-dessus. Voilà, et le redent, alors on pourrait tout à fait le nommer redent, sauf voilà, on garde nous plutôt la dénomination redent plutôt pour les fossés. Donc les fossés à redent, on parle tout à fait des fossés à redent, c'est exactement la même logique, c'est fait pour tamponner, temporiser des eaux plutôt qu'elles s'écoulent directement dans le fossé, et donc aussi pour infiltrer. Mais du coup, voilà, c'est peut-être dénommer ça de manière d'ouvrage de réhydratation, ça peut aussi englober un peu l'ensemble des dénominations que vous avez mentionnées, mais comme voilà, je trouve que ça supporte aussi la vision qui est apportée par Michel Kravchik et ses équipes de réhydrater les territoires, les paysages, comme une base de la stratégie fondée sur la nature, on pourrait dire quoi. Next. Alors voilà, passons parce que éventuellement on reviendra Il y a pas sur mal les de questions. discussions sur les aspects Voilà. Et c'est légaux, bien, etc. Mais là, je vous et c'est bien laisse lire normal, quoi. dans le chat les Voilà. réponses. Il y a un échange là-dessus. Ok, donc voilà, on a quelques photos, donc retenue de temporisation, là, on n'avait pas encore nommé comme tel, donc appelons-les ouvrages ou retenues de réhydratation dans un creux de vallée, donc ce qu'on appelle talweg. Et donc voilà, on a vu donc une succession dans un talweg là, de ces micro barrages que vous voyez là donc, depuis sur Internet dans les vidéos. On les a vus d'un peu plus près cette fois. Donc voilà, essentiellement, des ouvrages comme ça, je vous laisse observer, observer pour les connaisseurs. Donc voilà, du bois. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ce qui nous intéressait aussi, c'était justement cette dimension low-tech, low-cost. Un peu d'ailleurs à l'image des ouvrages Castor en cours d'eau, où il y a cette logique de se dire, on va pas intervenir avec du gros, de la machine et tout ça, on en intervient quelque part à dimension et à taille humaine qui est réalisable à la main ou en tout cas avec peu d'outils par des techniciens ou plus largement, en tout cas des humains sans avoir de la machine, quoi, ou trop en tout cas. Donc voilà, c'est ça qui nous intéressait. Donc qui dit ça dit petit ouvrage et donc encore une fois besoin de le répartir largement pour qu'il y ait un effet de volume qui soit en place, quoi. Donc, du coup, là, on voit qu'il y a plus, on a vu un peu plusieurs formes d'aménagement. Donc, celui-là, avec une forme de pente dans les différentes, dans l'aménagement, plus un enrochement derrière pour éviter l'affouillement. Et c'est-à-dire que lorsque ça déborde, eh ben, ça vienne surcreuser derrière. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. Donc, certains étaient encore en eau. On a vu, comme je disais, des photos ou des vidéos où ils étaient beaucoup plus en eau et on voyait vraiment cet effet, entre guillemets, de cascade qui était créé, quoi. Voilà, je balaye un petit peu les Vas-y, photos bah, moi, du plus j'ai des petit. questions, mais je les poserai, enfin, je les lirai plus tard. Ok, donc du plus, voilà, du gros et du plus petit. Voilà, et donc, voilà, même un petit détail, même, on avait observé il laissait une rainure ici, là. Il laissait une rainure dans le tronc, le bout de bois ici. Et ils expliquaient cette rainure, c'était justement en termes de conservation, en ayant plus d'eau, comme pour faire baigner les troncs dans l'eau plus longtemps. Et a priori, dans cette idée que le bois est immergé dans l'eau, se décompose moins vite, il y avait cette même idée. Moi, ça m'a un peu surpris en me disant, mais au contraire, là, ça va plutôt générer des formes de pourrissement. Ils l'ont mis en œuvre, a priori, dans cette optique, au contraire, de conservation, quoi. Voilà. Voilà, les photos. Et puis, voilà, peut-être, on a vu donc sur voilà, l'aspect check dams, ouvrage donc de réhydratation dans les talwegs. Hein. Vous voyez qu'il y a vraiment une succession qui est qui est mise en place. Et Fabien, si tu veux boucler un petit mot sur ce qu'on a vu là sur les trous de sanglier, ou je sais pas. Oui, alors un truc qui est tout à fait permis dans nos régions, c'est d'attirer les sangliers avec du maïs dans des trous, hein, en gros. Et bon, bon, bref, de nouveau, la réglementation étant différente. Là, techniquement, ce qu'ils font, c'est que ils creusent des. Bon, là, on les voit. En fait, on s'en fout un peu de cette photo pour l'instant. Ça, c'est la partie d'après. Mais ils font des trous avec, je crois que c'est fer à béton ou quelque chose de tout simple. Ils font un trou, ils touillent un petit peu dedans et ils déposent quelques grains de maïs. Ils font ça à plein d'endroits différents dans la pampa. Et en fait, ça attire les sangliers qui viennent retourner tout le bazar. Et du coup, ça crée des petites percolations qui se retrouvent et qui ressurgissent, qui ressurgissent ailleurs. Et là, en fait, la photo, c'est un test où ils ont mis de la chaux, je crois, Mhm. dans
dans leurs arrosoirs pour qu'on puisse voir en fait enfin, on puisse voir l'eau blanche réémerger. Je ne sais pas si c'est qui voulait montrer que l'eau elle était plus blanche mais qu'elle était filtrée. Après, le fait qu'elle soit passée dans le trou, mais en tout cas, ça n'a pas tellement bien fonctionné, je pense, si je me souviens bien. Je sais plus pour quelle raison, mais voilà. Donc c'est voilà, on est monté avec cette visite. On a commencé par le lourd. On a vu ces deux cuves IBC avec les étangs, la dispersion, pas les étangs, les retenues. Puis on a regardé après les retenues de réhydratation. Et puis on a encore monté. En fait, on a été du plus grand au petit et ils nous ont montré ces petites techniques qui étaient pas inintéressantes, quoi. Voilà, Maintenant, de là à d'utiliser dire quel effet ça a, d'utiliser les sangliers pour faire des trous, et donc créer de la rugosité dans les pentes pour faciliter la captation et l'infiltration d'eau, quoi. Donc pareil, il n'a pas eu de retour. Je vois les questions aussi, est-ce qu'il y a voilà, est-ce que c'est mesuré, est-ce qu'il y a des retours d'expérience? On a manqué d'infos, même si on a posé des questions, sur de la mesure, du retour d'expérience. Nous, on est allé un peu pour ça, et c'est vrai que voilà, ouais. pour être honnête, Il y on avait une a question sur les mesures, piezo, etc., impact sur la nappe et tout ça. Moi, alors, j'ai peut-être zappé parce que j'étais un peu gauche à droite, mais je pense pas qu'on a eu ce type de mesure. Et c'est vrai qu'en termes de données, c'était pas très clair s'il y avait beaucoup de retours techniques non, ou ouais. scientifiques là-dessus. C'est ça, on a, Voilà. encore une fois, c'est vraiment pas du tout pour jeter la pierre. L'intention là, c'est pas de dire, ah bon, ça marche pas, il y a pas de mesure, pas de mesure. C'est que, ils l'ont mis en œuvre. Ils observent aussi des effets empiriques. Donc, du coup, tout n'a pas été instrumenté, tout ça. Bah, il a certainement manqué aussi de moyens pour justement instrumenter tout ça. Donc, quelque part, c'est un appel à nous en Europe de l'Ouest de mettre en œuvre ce genre de choses aussi et de mesurer et de mettre en place des formes de mesures. C'est ce qu'on fait notamment pour une hydrologie régénérative où il y a un projet avec l'Agence de l'eau Méditerranée-Corse, pardon, c'est difficile, d'instrumenter des ouvrages, des approches d'hydrologie régénérative dans des fermes pour justement commencer à avoir plus de protocoles scientifiques, de données sur tout ça, sans non plus attendre qu'on ait la preuve dans 10 ans ou 15 ans que ça marche, parce qu'il sera certainement trop tard, ça c'est mon point de vue. Donc il y a besoin d'avancer expérimentalement et de mettre en place des choses à une certaine échelle, tout en mettant en place des protocoles qui vont permettre de mesurer ça. Voilà, on n'a pas eu toutes nos réponses à ce niveau-là et peut-être on en attendait un petit peu trop, comme tout le monde attend souvent finalement d'avoir déjà toutes les mesures et tout bien, tous les rapports. Voilà. Dans ce qu'on a vu, nous, encore une fois, on a manqué d'avoir de ces informations, quoi. Bon, les questions sont accumulées, mais Passons, malheureusement, on doit avancer, comme toujours. on va avancer, quitte à revenir là-dessus. Et puis on peut finir là-dessus, Fabien, peut-être sur ce petit cours d'eau. Alors pour le coup, c'est un cours Ouais. d'eau. C'est un cours d'eau et effectivement, et ça fait de longues dates, pour moi, c'est ce qu'on dit, certains de je sais pas s'il y a la photo après, voilà. Ils ont mis en place des micro retenues pour le coup. Alors, vous voyez, soit en tronc d'arbre, soit en pierre comme ça, de très longue date. Une centaine d'années, Euh, hein, quasiment, c'était. ouais, ouais, certains avaient des centaines d'années, en tout cas. Des Enfin, centaines? Oh, je sais plus. non, voilà, une centaine Une d'années, centaine. pardon, 90, je pense, une 90. centaine d'années. Et celle-là, voilà, a été aussi mise en place un peu dans cette logique-là de ralentir le flux du cours d'eau, donc aussi redonner un petit peu plus de largeur au cours d'eau, donc forcément un peu plus de communication avec les nappes d'accompagnement. Là, c'est très proche, très similaire des ouvrages Castor, donc toute la logique mimétique Castor. Mimétique Castor, donc voilà, ça a été mis en place dans ce sens-là, un peu en complément aussi, encore une fois, de toute cette approche plus globale, quoi. Fabien, si tu veux Merci, compléter. Simon, tu as tout dit. Ah, voilà, je crois qu'on a fait le Ouais, c'est tour. celle-là, hein. Ouais, 90 ans, ouais. Ouais, celle-là, c'est voilà, c'est un petit seuil qui est Ouais. dans ce qu'on, assez similaire à ce qu'on retrouve dans beaucoup de nos cours d'eau français, belges, français, belges.
Allez, on avance, on termine, on va dire. On était sur cette journée du mercredi qui était assez dense. Et on finit sur cette troisième journée du jeudi. Ouais, il y a un peu moins de photos à montrer. Où là, tu me dis si dans le chat, il y a des choses notoires Il y a, mais voilà, à peut-être prendre que je traiterai après. à prendre en compte. Et puis, ouais, effectivement, on se laissera un petit temps à la Je fin. n'oublie pas le chat, en tout cas, pour ceux qui Ok. croient que je ne le regarde pas. Voilà, donc le jeudi, j'introduis et tu complètes au besoin. On s'est retrouvé là vraiment dans un milieu forestier, une forêt avec pour le coup des gestionnaires et des techniciens forestiers. Donc cet homme notamment nous a fait un bon d'une forêt. Donc il est d'une structure qui s'appelle ProSilva. Donc ProSilva, comme notre, enfin le ProSilva en tout cas de français. Et a priori, donc voilà, je ne connaissais pas assez toutes ces structures personnellement, mais donc a priori, ProSilva est un mouvement européen, si c'est bien le même. Et donc voilà, en gros, qui depuis plusieurs décennies maintenant promeut une gestion forestière douce et en exploitation forestière douce en particulier. Et donc, dans cette même logique, donc, il y a certains pans de forêt de Slovaquie qui sont gérés par cette structure, cette structure, et dans les logiques qui sont mises en place par ProSilva. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ils nous ont expliqué, il y a deux choses qui étaient intéressantes. Finalement. Ils nous ont expliqué d'une manière générale la démarche au niveau du végétal, on va dire. Et donc la gestion douce, voilà, pas de coupable rase, pas de coupable blanc, de la sélection, de l'extraction par câble pour limiter la compaction par les machines. Euh, Aussi une forme de gestion. Et là, Fabien, tu me complètes pour pouvoir faciliter une forme de régénération et une forme de diversité. Hein. Vous voyez sur cette photo voilà, que c'est assez, il y a des sous-étages, il y a une forêt multi-étagée et qui est conduite pour être multi-étagée et pour favoriser du multi-étagement parce que ça vient aussi de temps et de périodes et de zones où il y avait de l'exploitation forestière plus classique, donc il y avait pas ou peu de multi-étagement. C'était Et une là, mine, voilà. hein? Et en plus, ça a été avant des champs de mines. Il y a eu ensuite de l'exploitation forestière. Et ensuite, voilà, cette gestion plutôt multi-étagée. Là aussi, l'objectif, c'est de rendre des forêts plus résilientes aux évolutions climatiques. Donc ça, c'est un point, on va pas trop y rentrer dedans sur ces aspects parce que c'est des choses qui sont assez communes, on va dire, y compris dans nos contrées. Oui. Par contre, ce qui était plus intéressant, c'était cet aspect justement rétention d'eau, là aussi en milieu forestier, avec là aussi la même intention de se dire, dans nos milieux forestiers, on crée des micro-aménagements où on favorise des micro-aménagements qui vont retenir l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, puisque là aussi il y avait des pentes. Et donc voilà, c'est un ensemble de micro-vaches comme ça, alors de micro-aménagements comme cela. En l'occurrence, là, il y avait effectivement, c'était une ancienne zone minière d'exploitation de l'or, a priori. Oui, c'était l'or, j'avais oublié, je me C'était de demandais ce l'or. que c'était, j'avais oublié. Et du coup, il y avait, comme dans certaines zones en France, qui sont voilà, des anciennes exploitations minières qui sont reparties en forêt, ça a créé évidemment du relief comme ça dans la forêt. Donc, ils ont cherché, donc ils ont observé évidemment qu'il y avait déjà un effet de rétention et d'eau dans ces trous, mais en plus, ils ont montré, ils ont cherché à amplifier ça. Donc, c'est là où il y avait des trous, ils ont créé des petites diguettes en plus, là, typiquement sur cette photo. Ils ont créé un micro-digue dans un endroit, je ne sais plus, je crois que c'est sur le côté, pour faciliter C'était le juste fait en qu'il y ait amont, je pense. une micro-dépression, une micro-dépression, bref, favoriser ce genre de micro-dépression, donc soit avec l'existant, soit en les créant, soit avec les chemins forestiers en les mettant légèrement sur une petite digue, de façon là aussi à créer de la rétention. Donc bref, il y avait toute une approche
de garder du micro-ouvrage pour conserver les eaux et avoir donc forcément un ensemble de petites mares, de la petite mare au petit étang dans ces zones forestières. Et là, encore une fois, vraiment cette optique d'hydratation, de réhydratation de la forêt. Donc, on était vraiment sur cet aspect végétal, un peu eau verte, et cet aspect eau bleue, captation, infiltration de l'eau qui était mis en œuvre, quoi. Ici, on est sur un domaine de 4000 hectares. Et effectivement, on a déjà une belle pente avec une belle zone, plus des chemins qui étaient surélevés. Là, on est sur un chemin, en fait, et Attends. des trous, des anciens trous qui étaient parsemés. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont laissé s'accumuler de l'eau dans certains trous. Et ils ont fait des spillways, des versoirs dans les trous qui étaient de l'autre côté du chemin. Et ils ont utilisé un peu, enfin, pas la technique sanglier, mais ils réutilisaient ce qui existait déjà. Et en plus, ils avaient une, une approche de Sylvanie qui était vraiment durable et intéressante, quoi. Hmm. On avance aussi un petit peu là, juste Ouais. pour dire qu'on a effectivement, donc on a vu cette première phase, et puis on est arrivé, donc il y a pareil, il y avait des étangs. Donc là, pareil, en plus, pareil, dans ce qu'on a l'habitude de voir dans nos forêts françaises, des étangs, des anciens étangs mis en place, quoi. Donc, qui avaient là aussi évidemment ce rôle hydrologique, même si à l'origine ils étaient faits comme souvent chez nous aussi pour dans des optiques de loisirs, on va dire. En l'occurrence, c'était le cas sur cette zone, quoi. Et donc, ensuite, on a vu un ingénieur, ce monsieur-là, un ingénieur hydrologue, là, pour le coup, qui nous a expliqué plus largement sur la zone un projet d'un ensemble d'ouvrages. Alors là, on n'est plus que dans du micro-ouvrage, on passe plutôt dans du macro-ouvrage, un peu plus, voilà, assez classique d'un point de vue de l'hydrologie. Je vous montre un peu les plans qui étaient prévus voilà, pour On a enfin avoir vu des plans. voilà, on a enfin vu des plans et des vues, et on a vu nécessairement sur ces vues des ouvrages un peu plus gros, hein. Évidemment, si on fait les petites check dams et les petites mares dans une forêt, on les voit pas sur plan ou sur vue. Par contre, voilà, ce genre d'ouvrage un peu plus conséquent, là aussi dans une optique, vous voyez, on est vraiment en milieu forestier, hein, on n'est pas en milieu agricole, là aussi on est en optique de capter des eaux de pluie, de ruissellement, hein. On a creusé pour savoir est-ce que c'est pas pour détourner des cours d'eau, est-ce que c'est pas est-ce qu'ils font ces ouvrages dans des lits de cours d'eau qui coulent, ou est-ce que c'est vraiment pour capter des eaux de pluie de ruissellement? Voilà, on a eu l'information que c'était vraiment pour de l'eau de pluie de ruissellement, puisque c'est encore une fois l'approche, c'est l'approche. Et donc là, voilà, Michal Kravchik, en l'occurrence, nous expliquait donc moi on a questionné Michal Kravchik pour dire, mais attendez, voilà, ils sont en train de faire des gros ouvrages à force machinisme. Est-ce que ça va dans la cohérence de ce que tu proposes, d'une approche plutôt, voilà, plutôt fondée sur la nature, de manière beaucoup plus diffuse? Et voilà, il nous expliquait un peu en off aussi que c'était une manière là pour eux, donc les agents, enfin les collectivités et les ingénieurs, les techniciens ingénieurs de ces collectivités, de faire un peu un intermédiaire entre le très gros. Ils avaient l'habitude justement de faire du plan et des gros ouvrages pour retenir les eaux, de passer à l'approche purement micro-ouvrage, bassin, enfin, micro-ouvrage d'infiltration, beaucoup plus diffuse. C'était a priori un peu un gap un peu trop important pour eux, et que c'était ça, ce genre de projet où on dit, OK, on capte l'eau de pluie et de ruissellement, on fait en sorte qu'elle s'infiltre, qu'elle soit éventuellement stockée en partie pour d'autres usages. Euh, et ben c'est un peu mais tout ça plutôt dans des petits ouvrages, hein. Malgré tout, on a pas aussi du gros, mais ça reste du petit par rapport à des gros bassins. Et ben c'est un peu l'étape intermédiaire, quoi. Donc c'était l'étape intermédiaire, aller vers des paysages des paysages hydrologiques, on va dire, des paysages rétenteurs d'eau. Et donc il nous expliquait bien, cet ingénieur là, que c'était, on lui a posé la question, mais quid des micro-ouvrages, des petits check-downs, des trucs en bois. Il nous a dit, bah en fait, dans ce projet, il est prévu du petit, moyen et grand, et ça étant le gros, et que c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait le projet, quoi. C'est donc
on a rassuré sur le fait que c'est pas une vision l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre sur ces sur l'ensemble, quoi. Donc là, en l'occurrence, comme je disais, on voyait plutôt les plus gros ouvrages en projet, puisque ça reste pour l'instant ça, en tout cas, du projet, quoi. Je continue, voilà, il y a les détails là des emplacements Continue, continue. des différents ouvrages et les zones, les aspects techniques, des hauteurs, des volumes, des positions et tout ça, quoi. Je continue juste et pour finir au moins sur le passage des photos avec ça qui nous a paru encore, enfin, Moi, j'ai personnellement adoré ce truc-là. voilà, ça qui nous a paru surtout, enfin encore plus intéressant, peut-être une des choses les plus intéressantes, c'est justement voilà, de retenue de temporisation de checkdown là aussi. Et donc on a fini un peu le tour, nous, là-dessus, sur, sur ça. Donc là, on était le long, on va peut-être mieux, là, voilà, on est dans un fond de vallée, on va dire. Donc il y a des pentes relativement pentues sur les côtés, là aussi très foresté, une route au fond de la vallée et tout en aller à une trentaine de mètres peut-être de plaine, on va dire, de bas de vallée sur une trentaine de mètres. Il n'y a pas de cours d'eau là, hein, on n'est pas dans un cours d'eau. Non, pas Par de cours d'eau. contre, ils ont fait une succession justement de micro-digues comme ça, vous voyez, donc ils ont juste surcreusé là, fait une digue tout en travers, on va dire, de la vallée hein, qui s'écoulait, qui allait dans ce sens-là. Et ça, ils en ont fait donc voilà, cette retenue inondable est parmi les dizaines qui se succèdent en amont et en aval à 50 mètres d'écart. Donc il y a, je sais plus, une trentaine, je crois, je ne me rappelle plus le nombre exact, de micro-retenues comme ça sur tout au long du linéaire de cette route et de cette vallée, quoi. Et donc, effectivement, on voyait, donc c'était intéressant, on apercevait celles qui étaient un peu plus loin. Et donc, voilà, que certaines étaient sèches et Ouais, certaines étaient sèches et d'autres étaient remplies. et C'est ça qui était intéressant. d'autres étaient en eau. Effectivement, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, là, en l'occurrence, on voyait vraiment que c'était l'effet des eaux de pluie qui, normalement, auraient fini plus loin, enfin, auraient continué de couler. Donc là, l'objectif de garder de la mesure rétention d'eau, là, elle est parfaitement appliquée. Donc, ça a créé des petites zones humides en plus. Voilà, on voit une végétation un peu de zones humides qui s'y développent un peu à moindre frais. Là aussi, évidemment, c'est des ouvrages qui sont pas si lourds à mettre en œuvre et qui, pour autant, là aussi, démultipliés, ont un effet a priori très intéressant de réhydratation du paysage, quoi. Voilà, je sais pas s'il y a une autre photo et je crois qu'on finit là-dessus. Voilà, trop plein de, ouais, il y a compris, là, les micros aménagements, c'est ce petit trop plein sur la retenue, la retenue de temporisation qu'on a vue juste avant, Temporisation. quoi. C'est de la retenue de réhydratation. On n'a Voilà, pas encore trouvé le mot à ce on n'avait pas moment-là. encore trouvé le mot à ce moment-là. Faut pas que ce soit confus, quoi. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des photos. On a fait le tour des photos. Il reste, voilà, il y aurait peut-être une petite quinzaine de minutes C'est ça. pour bavarder, discuter. Peut-être écouter un peu Alors, les je reprends questions. un peu Vas-y, les je te laisse. questions. Alors, il y a une question de Benoît. Y a-t-il des sources remises en eau par suite de cette réhydratation des sols? Là, on parlait du paysage de la veille du mercredi. On observe cela lors de la remise en eau des canaux provençaux. OK. Et moi, j'ai le souvenir qu'ils nous ont fait aller prendre de l'eau dans une potable, dans une source, là. Mais j'étais pas près d'eux à ce moment-là, donc je sais pas si c'était une résurgence qui avait été provoquée grâce à ces ouvrages, aux ouvrages sangliers. Je sais pas si toi tu te souviens. Non, j'ai pas souvenir de ça. Ouais, c'est une bonne question, Benoît. Est-ce qu'il y a je crois que c'est toi qui poses la question sur est-ce que ça fait recouler la source, c'est ça? Attends, je parcours un peu Oui, les oui, questions, Qui hein. oui, posait c'est la question? ça. Ouais, ouais. Bonjour. Euh, Oui, alors bonjour. non, on n'a pas eu de. C'est ça comme je dis, qui nous a manqué un petit peu, c'est est-ce qu'ils ont mesuré, observé. Là, en plus, on était sur des zones où c'est peut-être assez récent, mais on a eu des fois du mal à avoir l'info de quand ça a été fait. Donc, on n'a pas eu d'info sur est-ce que ça a fait recouler des sources, est-ce que ça fait des recouler des sources.
C'est l'objectif, c'est l'intention. Ça, a priori, ça marche dans d'autres endroits. En tout cas, ce qu'on a su, c'est que ça augmente la durée d'écoulement des eaux de pluie, de ruissellement dans le temps. En tout cas, je parlerai notamment des petits check dams dans les talvegs secs. Des questions, y a-t-il des matériaux spécifiques utilisés pour aménager les fonds de ces mesures de rétention afin de favoriser l'infiltration? Enfin, j'ai envie de dire, moi j'aurais tendance à Non. creuser et advienne que pourra. Et c'est pour ça qu'il y en avait qui étaient remplis et d'autres pas. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu. Enfin, je sais pas si c'était un moment, mais en tout cas, il n'a pas plu quand on était là. Et Non, donc, je suppose que selon la nature du sol, il y en a qui étaient remplis et d'autres qui laissaient s'infiltrer plus rapidement, quoi. c'est ça, non, non, je pense qu'il y a aucun, il y a rien qui est fait pour favoriser le seul travaux. Encore une fois, ce genre de travaux sont intéressants quand il n'y a pas besoin d'en faire trop. Donc, au plus simple, c'est à mettre en œuvre, au mieux c'est. Donc, il n'y a pas de, non, à notre connaissance, il n'y a rien qui a été fait pour favoriser l'infiltration. Comme dit Fabien, effectivement, c'est on creuse et selon la nature du sol ou du sous-sol juste là ça va garder plus ou moins longtemps en eau et infiltrer plus ou moins rapidement, quoi. Oui, à moins qu'on ait une intention particulière ou un besoin particulier. De nouveau, Benoît, quel est l'âge du chapelet de retenue et de rétention? Les anomalles associées sont-elles matures? Moi, je ne sais pas. Ouais, bonne question. C'est une info. Voilà, pareil, on s'excuse de ne pas avoir toutes les infos et Il y en a déjà pas mal. toutes les infos. On n'a pas tout. C'est vrai c'était assez rapide, donc tout n'a pas été parfaitement documenté. On va y travailler peut-être dans les temps prochains. Mais en tout cas, oui, ça fait quand même quelques années. Est-ce que les zoonoses sont associées, sont matures? Je ne sais pas ce que tu appelles présent par mature. J'imagine que par rapport aux aspects écologiques, mais à mon avis, c'est pas complètement mature, même si on voyait déjà un peu plus de certaines végétations qui est quand même associées aux zones humides, quoi. Que faire de la terre retirée pour creuser le trou? Je suppose qu'ils la mettent en C'est aval. la digue. Non, c'est vrai, c'est Oui, la digue en fait. C'est très oui. simple, c'est assez classique comme aménagement. C'est comme une Ça ressemble baissière, quoi. exactement Oui, à une c'est pas une baissière. baissière, mais... On vient, on creuse ici et avec la terre excavée, on la met en aval là dans la digue. Et on crée la digue avec ce qui a été excavé, quoi. Donc il n'y a pas de mouvement de terre autre que ça, ni de terre rapportée, ni de terre évacuée. Et c'est bien l'intention là aussi pour avoir des travaux à minima, quoi. Alors, Isabelle tient beaucoup à ces questions de densité de retenue, entre guillemets, par kilomètre carré ou au cas par cas. Ou au cas, pas... Attends, attends. Densité de retenue par kilomètre carré ou pas, car au cas par cas. Alors, je ne comprends pas exactement la Alors, question. au cas par cas, là aussi, encore une fois, on avait du mal à avoir des plans, des quantités d'ouvrages, des justement, exactement ça. Ces questions c'est sur ces densités, sur les densités, tout ça, sur la quantité, les mètres linéaires éventuellement. Pas eu assez d'infos, pas eu assez d'infos là-dessus. Donc, voilà. Si on- c'est question à approfondir. En tout cas, encore une fois, c'est plus pour dire voilà, qu'est-ce que nous, on ferait dans notre contexte français, dans notre contexte belge, dans nos contextes à nous. La question reste encore ouverte et à étudier et expérimenter, quoi. Je voudrais faire remarquer le message de Samuel pour faciliter les échanges et la mise en relation. La sauce pour une hydrologie, pour une hydrologie régénérative a créé un serveur Discord, donc je le remets dans le chat maintenant. Voilà. Alors, je sais pas si je peux faire un pour tous. Je le remets le serveur Discord. N'hésitez pas à échanger là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Merci, Samuel. Alors, il y avait des questions sur la dépollution, mais moi, je pense que c'est pas trop mon... Je suis pas très Peut-être expert là-dedans, donc je pourrais peut-être Peut-être pas y que pour répondre. les dernières minutes, on peut aussi ouvrir les micros. Si votre question n'a pas été vue dans le chat, vous pouvez prendre le micro ou lever la main avec le petit outil Zoom. Il est où le truc Et lever la main? il est dans les réactions.
Modération, réagir. ou sinon Ok. ouvrez le micro et prenez la parole là, pour les 5 dernières minutes si souhait de poser la question ou d'apporter aussi des remarques ou réflexions par rapport à tout ça. Le but, c'est aussi de, encore une fois, on se redit, c'est pas de ramener toutes les infos précisément, mais plutôt d'amener quelque part un peu d'eau au moulin, sans jeu de mots, sur ce qui peut être inspirant, quoi. Alors, Louise, sur les chantiers présentés, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plantation effectuée, effectivement. Est-ce que vous savez leur position là-dessus? La plantation de plantes hygrophile pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Effectivement, oui, on n'a pas eu leur position sur est-ce qu'on plante pas, a priori, hein. Fabien, tu me confirmes ou non? Euh, Non, pas d'info là-dessus. mais voilà, sur ces Ils sont très, on micro-organismes, fait un truc, une micro-intervention, une micro, ou un micro-intervention dans le paysage, puis j'ai l'impression on laisse ils laissent faire. comme Ouais, ça, quoi, hein. tout à fait, Qui est ouais. pas mal, hein. Exactement, ce qui est une stratégie, c'est une stratégie que nous, on utilise aussi par ailleurs dans nos projets. C'est que planter, c'est aussi un investissement. Donc, quand on plante, c'est parce qu'il y a un intérêt à planter. Et, voilà, quand on fait des baissières, ces baissières, ça appelle à planter une haie parce que souvent, on a l'intention de planter une haie d'abord et qu'on cherche à coupler la plantation d'une haie avec un ouvrage de rétention d'eau. Comme ça fait deux obstacles qui sont utilisés au même endroit. Du coup, en effet, quand il n'y a pas d'intention de planter tout ça, déjà le micro-ouvrage en soi fait office de retenir l'eau, d'infiltrer, de favoriser un milieu pour que la végétation reprenne d'elle-même, quoi. Comme là, par exemple, c'est le cas sur cette photo, quoi. J'avais une question, si je peux me permettre. C'est Ouais, Guillaume Snessens. Bonjour à tous. J'aurais voulu bonjour. voir, enfin, j'avais posé une question préalable par rapport à ce type d'ouvrage, mais en terre agricole, donc en grande culture, parce que je viens d'une région belge où on souffre énormément d'érosion de terres agricoles, donc la SB liégeoise et namuroise principalement. Et depuis plusieurs années, j'essaye justement de mettre en place des stratégies agronomiques dans le développement de la ferme pour limiter ces érosions et pertes de sol par érosion. Et notamment, ce type d'ouvrage fait un peu partie des projets sur l'exploitation agricole, mais une des questions que je me pose, c'est dans l'expérience et les projets que vous avez, quelle est la dynamique de remplissage de ces ouvrages avec les enfin, les terres d'érosion qui viennent de tout le bassin versant, parce qu'évidemment, bon, on ne possède pas tout le bassin versant, il y a aussi des mesures qui ne sont pas prises par les voisins et qui viennent impacter notre exploitation qui est en aval. Et donc, si on met en place des ouvrages comme ça, bon, on voit un peu la fréquence des pluies qu'on a actuellement depuis 2, 3, 4 ans. J'ai un peu peur que très régulièrement, on soit amené à devoir soit les recréer ou les curer ou les aménager, donc que ça devienne une charge financière en plus de l'investissement que ça représente, qui soit parfois trop importante, malgré les mesures qui sont prises chez nous, mais voilà, que ce soit un peu une conséquence des voisins, quoi. Et donc j'aurais voulu voir si vous aviez quelque chose à partager par rapport à cette réflexion. Alors, sur les terres Vas-y, agricoles, Fabien. de manière générale, on peut travailler déjà sur, ça dépend du type d'exploitation, et quel couvert, quelle rotation, quel itinéraire technique, tout ça. Euh, Dans Non. chaque cas, il faut prendre la totalité du bassin versant. Et ce qui est un peu ennuyeux c'est quand on ne possède pas enfin, la totalité, non, mais quand on ne possède pas l'amont et que c'est l'amont qui crée beaucoup de problèmes, en particulier si on a par exemple des cultures conventionnelles et que nous on est en bio, enfin, ça c'est aussi des problèmes qui peuvent arriver, ben, on est obligé de mettre des mesures de collecte, de diversion, de rétention. Enfin, des ouvrages mécaniques sont plus souvent, enfin, Simon, arrête-moi si je me trompe, hein, mais plus souvent requis parce qu'en fait, on n'a pas la maîtrise sur ce qui nous précède. Et après, sur notre aval à nous, on peut évidemment travailler cet afflux d'eau de manière différente, de nouveau par les couverts, par les dérivations, les stockages, les infiltrations, euh, les, euh, les déphasages, etc. Je sais pas si ça Ouais. répond à la question, parce qu'en fait, ça dépend, la réponse, tu vois. Et que c'est Mhm, vrai que, en ouais. particulier en SB, que ouais, je connais bien, mais c'est pas forcément évident, quoi.
Ouais, bah, toutes ces mesures de conservation des sols, bah, je les applique déjà depuis plusieurs années, mais c'est vraiment la crainte que j'ai, c'est vraiment au vu des épisodes qu'on a eu ces dernières années, c'est que ce bassin se remplisse quelque part d'autres sédiments, enfin, de par la sédimentation des eaux de ruissellement des terres qui viennent bah, inévitablement en partie de chez moi, mais surtout de Mm. chez mes voisins. Et C'est donc clair. que finalement, ça soit un petit peu problématique pour la pérennité de l'ouvrage, quoi. Mais voilà, après, ça a discuté. Mais t'as raison, hein, c'est très clair. En effet, c'est quand les flux ne sont pas maîtrisés en amont, c'est sûr que on gère, on se retrouve à gérer le trop qui vient de l'amont, qu'aurait dû être géré en amont, quoi. En Ouais. répétant, il y a pas de, en fait, il y a pas de réponse miracle. Non. Malheureusement, l'intérêt là de ce qu'on montre là, nous, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des ouvrages, des choses qui sont faites, notamment les fameux retenues de réhydratation en bois, là, les check dams en bois, c'est qui sont faits sur les talwegs, sur les chemins de l'eau. Mhm. Encore une fois, les chemins de l'eau secs, donc là où justement ça se concentre, ça ruisselle avant de rejoindre les cours d'eau, quoi. Et souvent, je dis souvent, ou parfois en tout cas, c'est des zones qui sont propices parce qu'elles ne sont pas forcément cultivables, parce que d'un coup, il y a le talweg, en tout cas qui pourraient être un peu plus facilement dédiées. Et c'est des approches d'ailleurs qu'on a en hydraulique, ce qu'on appelle l'hydraulique douce, hein, c'est-à-dire de réenherber les talwegs, de faire des microvases dans les talwegs. C'est extrêmement similaire, ce qui se fait en grande culture. Mais c'est une vraie stratégie justement de prendre ces chemins de l'eau, donc là où ça se concentre dans le relief, et de les redédier à ça, quoi, à la rétention d'eau, le plus en amont possible. Évidemment, au plus on est au possible, au mieux c'est. Qu'à la fois ils soient végétalisés, ils soient enherbés et qu'il y ait éventuellement ces micro-ouvrages pour augmenter l'effet tampon, l'effet sédimentation aussi, pour éviter que tout se retrouve en aval et que reparte la végétation et de la végétation arborée en particulier sur ces chemins de l'eau, quoi. Donc ce qui nous paraissait intéressant là, c'était justement qu'ils avaient a priori cette approche, quoi. On dit on prend les talwegs, ils ont pas, on n'a pas vu de baissière, de gestion des couverts, tout ça. On c'est d'abord un peu plus vraiment sur les chemins de l'eau et qui sont voilà, ces zones a priori qui sont les plus facilement faciles à mettre en œuvre, en tout cas les moins compliquées, disons. Et Mhm. donc l'autre point par rapport à ce que tu soulèves, c'est qu'il y a un intérêt, un enjeu, une nécessité à ce que ce soit des projets qui se fassent à grande échelle, à l'échelle de sous-bassins versants, donc à l'échelle de plusieurs parcelles parcellaires et agricoles ou forestiers ou autres et donc d'embarquer d'impulser et d'embarquer des dynamiques qui soient territoriales, quoi. Parce qu'en effet, sinon, on se retrouve comme souvent, à avoir un agriculteur ou quelqu'un Ouais, propriétaire qui fait des trucs bien je force un peu le trait. Ou qui est un peu un îlot au milieu du désert et qui forcément, il n'y a pas d'effet significatif et au pire, il se retrouve avec à subir tout ce que les voisins, entre guillemets, ne font pas, quoi. Donc c'est Mhm. vraiment, et ça doit s'adresser à une manière trois. On utilise un triptyque eau, sol, arbre. Eau, justement, ralentir, infiltrer sur les chemins de l'eau. Sol, évidemment, couverts végétaux, sol couvert et les pratiques agricoles, et c'est la clé fondamentale. Et puis les arbres, les haies, l'agroforesterie, remettre les arbres dans les paysages agricoles comme un complément et comme quelque chose de complémentaire à ces trois-là. Et tant que s'il n'y a pas les trois aspects qui sont adressés en même temps et complémentairement, eh ben voilà, il y a des pièces qui manquent au puzzle, quoi. Tout à fait, merci, hein. Ouais. Question sur la sociologie humaine, ça vous intéresse? Si on a discuté là-bas d'utilisation de type humaine, je pense pas que c'est du tout leur Non, truc. non. Maintenant, Ah, donc ouais. non, non, mais maintenant, oui, ce machin-là a un effet, c'est un des outils. C'est vrai, quand on parle de Killing Design, de Humans, etc., on pense à cette sossoleuse, qui est bien meilleure que toutes les autres sossoleuses qu'on peut trouver. Enfin, que type Actisol, etc. Donc ça, je le répète, j'ai déjà vu à l'œuvre. Et, enfin, nous, on en a une, mais vous n'avez peut-être pas un, Simon, je crois. Non, enfin nous, Permal, Ouais, ok. on utilise pas, on fait avec les sources que les projets ont. Toi, par contre, tu en as une, tu en On utilises en une. a. C'est un très bon effet. Il faut le planifier sur un itinéraire technique. Ne pas juste la faire passer. Enfin, si on peut la faire passer une fois, c'est toujours bien. Mais c'est un outil parmi d'autres qui fait partie du Key Design, quoi. C'est vrai que voilà, je vais un peu démystifier ce truc-là, mais c'est vrai que ça marche assez bien.
Voilà, Benoît, Vibo, donc effectivement, là, qui cherche des retours d'expérience sur des élus déjà engagés sur des mesures de rétention d'eau à une échelle hydrographique, ad hoc, intercommunauté, bassin versant, pour les interviewer. Donc effectivement, Eric répond à juste titre que Drôme et Ardèche, il y a plusieurs collectivités là que tu mentionnes qui sont engagées dans des tels projets. Encore une fois, hein, c'est des initiales. Il n'y a personne en France qui peut se targuer d'avoir, à ma connaissance, du retour d'expérience à grande échelle, déjà mis en œuvre, tout ça. Donc, dans tous les cas, toutes ces démarches, tout ce qui est mis en œuvre, ça reste, on est tous dans le même bateau et un peu au début finalement qu'à la fin. Donc voilà, il faut aussi accepter ça aussi et travailler ensemble, donc à la fois les collectivités, les acteurs de l'eau, du monde agricole, du monde et de tous les mondes qu'on va mettre en place, qu'on met en place et qu'on expérimente un peu tous en même temps tout ça quoi. Donc c'est voilà, c'est un enjeu effectivement de capitaliser là, comme dit Rémi dans le chat aussi. De capitaliser sur ces démarches qui sont naissantes. Et effectivement, en l'occurrence, ouais, on a la chance en Dromardèche, en tout cas, d'avoir quelques collectivités qui sont un peu motrices à ce niveau-là, quoi. Ok, merci. Voilà, merci Rémi pour ton commentaire. Effectivement, cherchons à documenter, illustrer, rendre visible et n'attendons pas pour multiplier les sites, en effet. C'est aussi un appel à ça. Comment travaillez-vous en France avec les syndicats de bassins versants qui sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations? Alors j'imagine que tu poses cette question depuis la Belgique, si c'est le cas. Euh, et ben en fait voilà, il y a pas de généralité, hein. Là aussi, c'est nous en tout cas, on est en lien avec par exemple le syndicat mixte de la rivière Drôme, donc syndicat de bassin versant. Il y a voilà, qui sont assez aussi engagés sur ces approches pour de mettre en place la résilience, ils appellent ça la résilience sur des milieux et des écosystèmes au sens large, hein, pas juste les milieux aquatiques, mais au sens des bassins versants entiers, comme pilier des schémas d'aménagement, du SAGE en l'occurrence. Voilà, donc ça évolue doucement. Il y a des vrais intérêts dans certains syndicats, en tout cas de ceux avec qui on échange, pour autour de toutes ces approches, quoi, effectivement, parce qu'on sent bien que toute cette approche de solution fondée sur la nature, là, si on peut la réduire à ça, c'est une clé fondamentale et que de redonner de la résilience et voire de régénérer les milieux, les sols, les milieux agricoles et effectivement les milieux humides et les zones humides en particulier. Donc, on va confère par exemple aux travaux la restauration des cours d'eau, restauration douce des cours d'eau, voire les approches castor qui ont de plus en plus le vent en poupe à juste titre. Et ben voilà, c'est des vrais leviers que plusieurs syndicats, enfin, que beaucoup de syndicats en France maintenant commencent à porter en leur sein. Après, avec les limites aussi qu'ils ont, effectivement, hein, et d'où le besoin que ce soit des projets multi-acteurs et transversaux, hein. Si c'est le seul syndicat de bassin versant qui porte un projet, mais que les collectivités ou les agriculteurs ne suivent pas, c'est limité. Et inversement, si c'est la seule collectivité ou les seuls agriculteurs ou ainsi de suite, il y a vite des effets de frontières, de propriété, d'enjeux, de réglementation qui bloquent. Et donc, au plus, sur un territoire, on a les différents acteurs du territoire qui sont intéressés et qui tirent dans le même sens et veulent avancer dans le sens, ou plus il y aura des projets comme ça qui pourront facilement émerger, quoi. Voilà, peut-être gentiment bouclé. On va Fabien, commencer à qu'est-ce que tu en penses? imaginer Ouais. clôturer. Voilà. Donc oui, ce sera mis Il y aura un sur le... replay. Je mettrai sur YouTube, je balancerai. Simon va certainement repartager. Voilà. Ok. Merci pour tous vos merci. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Merci pour vos messages dans le chat. Merci pour votre participation, votre présence. Et puis, bah, voilà, des suites éventuelles. Voilà, cette petite page de pub, on a parlé de Permalab, on a parlé d'Agri-Landscape. Voilà, on fait des prestations, des formations. Vous pouvez retrouver des informations sur nos sites internet respectifs. Et effectivement, voilà, on en a parlé. Voilà, on confère aussi pour une hydrologie régénérative. Donc, encore une fois, on a le but d'émuler, de donner de l'émulation à tout ça et de manière bénévole pour l'instant essentiellement.
Donc voilà, tout est à créer et toutes les forces vives sont bienvenues. Voilà, mais je ne sais pas si Fabien, tu as un petit mot de la fin. Non, petit coup de pub, une prochaine formation. Attends, je vais envier. C'est sur le site de AgriLandscape. Il y a la sauce hydrologie régénérative en Belgique, le pendant de la France. Tout ce petit monde communique entre eux et ça, c'est assez génial. Donc, continuons à échanger là-dessus. L'important, c'est d'avancer. Et voilà, donc voilà, le replay sera mis quelque part, probablement sur nos amis YouTube des GAFAM. Mais voilà. Bon, Super. Eh merci à vous pour la ben, participation. à bientôt. À bientôt. Je À regarde encore les bientôt. derniers Merci. messages. Et Merci. je rajouterais juste une précision tout à l'heure, vous posiez la question là sur il y avait des arrosoirs et puis une surface avec des herbes hautes et c'était juste pour nous montrer que ça ruisselait quand il y avait des herbes hautes, il me semble, à ce moment-là. Il Ok, voulait montrer que l'eau, au lieu de s'infiltrer dans ces cas-là et qu'on avait intérêt à avoir une végétation un peu plus courte, quoi, mais c'est tout, je crois. ok. Bon. Heureusement qu'il y en a qui écoutent. Voilà. Merci Christine. Allez, à bientôt. Merci Christine. À Au bientôt à revoir. tous. Au revoir.